Si ce vieux débris possède réellement 10 millions d'euros, je m'engage solennellement, ici et maintenant, à devenir la directrice générale de cette banque. Ce rire, strident et cruel, résonna tel un glas brisé à travers le vaste salon de réception en marbre de Carrare. Ce jour-là, un vieil homme vêtu d'une veste en velours côtelé et limé vécut l'instant le plus humiliant de sa longue existence. Mais ce que nul ne soupçonnait, c'est que le destin de cette forteresse financière était sur le point d'être renversé, bouleversé de fond en comble. Tout commença par un mardi après-midi d'hiver, d'une banalité trompeuse. J'avais 84 ans et je dirigeais mes pas vers le siège social de la prestigieuse Banque de l'Étoile, nichée au cœur du Triangle d'Or dans le 8e arrondissement de Paris. Le froid était particulièrement mordant ce jour-là, le vent s'engouffrait avec violence dans les avenues haussmanniennes, et ma tenue, je dois l'admettre, jurait terriblement avec le décor opulent du quartier. Je portais une paire de souliers en cuir n'a pas acheté il y a 3 ans, dont la semelle était si usée que chaque pas sur le pavé parisien gelé me transmettait une morsure glaciale. C'était là le fruit d'une habitude d'austérité cultivée au fil des décennies, je privilégiais toujours le confort de mes vieux vêtements pour sortir, bien que mes armoires à la maison regorgeassent de pièces de haute couture. Peu importaient les jérémiades de mes enfants, il était difficile de corriger un vieil arbre dont les racines sont ancrées dans la simplicité. Ayant traversé des époques de disette, l'économie était devenue ma seconde nature, indépendamment des sommes astronomiques qui dormaient sur mes comptes. Dès que je poussai la lourde porte-tambour en verre et pénétrai à l'intérieur, la chaleur enveloppante du système de chauffage central caressa mon visage, mais paradoxalement, je fus aussitôt assailli par la froideur glaciale des regards. Dans ce hall majestueux, où le sol en marbre de Carrare brillait sous les lustres de cristal, une file d'attente composée de cadres en costume sur mesure et de dames arborant des sacs de grandes maisons de luxe serpentait avec impatience. À ma vue, un murmure parcourut la foule comme une onde de choc. Pourquoi ce vieux s'est-il accoutré ainsi? C'est peut-être un sans-abri qui erre dans le métro? Il a dû se tromper, il croit sûrement être aux services sociaux. Ces chuchotements venimeux parvenaient jusqu'à mes oreilles, mais je feignis une indifférence totale, prenant un ticket à la borne avant de m'asseoir sur un somptueux fauteuil médaillon de style Louis XVI. À vrai dire, j'étais accoutumé à ce genre de traitement. À notre époque, hélas, l'habit fait le moine. C'est la triste réalité de ce monde superficiel. Même devant le distributeur de tickets, un petit incident survint. Un jeune employé, dressé derrière moi, me lança d'un ton condescendant, « Dites donc, papy, vous savez au moins comment ça marche, cet engin ?» Son intonation suggérait qu'il me prenait pour un illettré du siècle dernier, incapable de comprendre la technologie moderne. J'esquissai un sourire et répondis calmement, « Oui, je sais, jeune homme », tout en retirant mon ticket avec dextérité. Le garçon parut surpris. Même s'il y a des terminaux partout de nos jours, je suis un vieil homme qui sait encore vivre avec son temps. Assis dans la tente, je laissai mon regard errer. La Banque de l'Étoile était d'un luxe inouï. Plafond mouluré, dorure à la feuille, personnel en uniformes impeccables, clients rivalisant d'élégance. Au milieu d'eux, je faisais figure de verrue disgracieuse sur un visage de porcelaine. Une femme d'âge moyen, assise à mes côtés, ne cessait de me lancer des regards en biais, avant de s'écarter ostensiblement, centimètre par centimètre. Ma proximité semblait l'incommoder physiquement. En se levant, elle marmonna pour elle-même, mais assez fort pour que je l'entende, « Mon Dieu, quelle odeur de la misère !» En vérité, je m'étais soigneusement lavé le matin même avec mon savon de Marseille habituel, mais je ne relevais pas l'affront. Devant moi, un jeune homme, probablement un étudiant de Sciences Po, discutait au téléphone avec un ami, écouteur aux oreilles, « Écoute, il y a un vieux bizarre à la banque. On dirait un clochard. Je ne comprends pas ce qu'il fait ici. » Il avait baissé la voix, mais ses mots m'atteignirent avec une clarté cristalline. Je restais de marbre. J'avais survécu à bien pire au cours de ma vie. Des temps difficiles jusqu'à aujourd'hui, les préjugés humains sont restés immuables. Je m'efforçais de ne pas laisser ces mesquineries m'atteindre. Je posai sur mes genoux le vieux sac en plastique que je tenais et en sortis mon livret d'épargne. La couverture était si râpée que le logo doré de la banque y était à peine visible, mais nul ne savait ce qui dormait entre ces pages froissées. Parfois, j'avais moi-même du mal à y croire. En contemplant ce carnet, les souvenirs de ma chère Marie-Thérèse me revinrent en mémoire. Elle me disait toujours, « Jean-Pierre, mon chéri, habille-toi décemment de temps en temps. Pourquoi un homme de ta position s'obstine-t-il à ressembler à un miséreux ?» Je répondais invariablement, « Je suis bien ainsi. » Aujourd'hui,
je me disais qu'elle avait peut-être raison. Alors que j'attendais, une vieille dame s'approcha de moi avec une bienveillance sincère et me dit « Mon pauvre monsieur, ici ce n'est pas l'assistance publique. Vous devriez aller à la mairie ou au secours catholique, ils vous aideront. » Elle voulait vraiment aider, du fond du cœur. « Je vous remercie, madame, mais j'ai bien une affaire à régler avec cette banque, » répondis-je, ce qui ne manqua pas de la stupéfier. Je sentais peser sur moi les regards inquisiteurs du personnel. L'hôtesse d'accueil chuchota quelque chose à une collègue, et toutes deux me dévisagèrent, craignant sans doute que je ne provoque un esclandre. Lorsque mon numéro s'illumina enfin sur le panneau digital, je me levai avec lenteur et me dirigeai vers le guichet numéro 2. Mes genoux me faisaient souffrir, ce qui m'imposait une légère claudication, attirant davantage l'attention sur ma personne. Mais je marchais la tête haute. Si mon apparence inspirait la pitié, mon fort intérieur abritait une histoire insoupçonnée. Sur le chemin du guichet, j'entendis un enfant demander à sa mère, « Maman, pourquoi ce grand-père est habillé comme ça ?»« Chut, tais-toi » sibilla la mère, avant d'ajouter, « Il y a des gens comme ça, mon chéri. » C'était la curiosité innocente de l'enfance, mais elle laissa un goût amer. Je me plantai devant le guichet et fixai l'employé. Sur son visage se lisait déjà un mécontentement non dissimulé. Son badge indiquait le prénom, Chloé. Visiblement, ma dégaine avait gâché sa journée. Néanmoins, je la saluai poliment, « Bonjour, mademoiselle. » La première phrase de Chloé me laissa sans voix. « C'est pourquoi ?» Son ton tranchait radicalement avec le protocole habituel. Aux autres clients, elle disait sûrement avec onctuosité, « En quoi puis-je vous être utile ?» Mais avec moi, elle parlait comme si on lui avait assigné une corvée répugnante. Son visage était fermé. Je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir qu'elle soupira bruyamment. Alors que j'amorçais le mouvement pour prendre place, Chloé me pressa, « Parlez vite, je suis occupé. » Je jetai un coup d'œil au guichet voisin, là-bas, les employés invitaient les clients à s'asseoir et à prendre leur temps. Ici, l'ambiance était glaciale. Je répondis calmement, « Je souhaiterais retirer 10 millions d'euros. » En une fraction de seconde, le visage de Chloé se déforma. D'abord, elle me regarda comme si elle avait mal entendu, puis elle éclata de rire. Un rire fort, sonore, insultant. PFF. 10 millions. Papy, il faut savoir doser ses blagues. Sa voix portait tant que les collègues des guichets adjacents se retournèrent. Même les clients dans la file tendirent le cou pour voir le spectacle. Papy, vous savez où vous êtes ? C'est le siège de la Banque de l'Étoile. On ne vient pas ici pour faire le pitre. Compris ? Sur ces mots, elle saisit mon livret du bout des doigts, avec 2 ongles manucurés, comme s'il s'agissait d'un déchet toxique. Le carnet était vieux, certes, mais pas au point de susciter un tel dégoût. Tout en l'insérant dans le lecteur pour vérifier le solde, elle continuait de marmonner, « Mon Dieu, à cause de cas pareils, ma journée est fichue. Que des faux en liberté. » En voyant l'écran, son rictus s'accentua. « Ah, regardez-moi ça. Vous avez exactement 4 000 € sur ce livret, et vous voulez en retirer 10 millions ? Vous vous fichez de moi ?» Sa voix montait encore d'un cran. Désormais, tout le hall l'entendait. Les gens nous fixaient ouvertement, mais Chloé n'en avait cure. Elle continuait son travail de démolition morale. « Vous avez confondu 4 000 et 10 millions ? Papy, si vous avez du mal avec les chiffres, il faut porter des lunettes. » C'était insultant. Je prononçai calmement, « Je possède un autre compte. Je vais vous dicter le numéro. » Et lentement, je récitai de mémoire le numéro de ce compte particulier. Mais la réaction de Chloé fut tout simplement scandaleuse. « Oh, encore un compte ? Papy, ce n'est pas parce que vous inventez des comptes que l'argent va apparaître. De nos jours, les vieux inventent n'importe quoi. » Elle ricana. C'était insupportable à entendre. Le client du guichet voisin nous regardait comme si nous étions des aliénés. Chloé ne fit même pas semblant de vérifier le numéro, elle secoua la tête et lança, « Papy, ne faites pas votre cirque ici. Allez à la mairie ou aux services sociaux. Là-bas, vous pourrez faire une demande d'aide aux indigents. Ici, ce n'est pas une œuvre de charité. » C'était trop. Je lui avais officiellement donné un numéro, et elle ne daignait même pas le vérifier. « Vérifiez ce numéro de compte », demandai-je à nouveau, poliment mais avec fermeté.
Chloé répondit avec irritation, « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a à vérifier? De toute façon, il n'y a pas d'argent. » Néanmoins, elle martela son clavier à contre-cœur. Soudain, en fixant l'écran, elle se figea une seconde. Son visage s'allongea. Mais aussitôt, elle remit son masque de moquerie et déclara à la cantonade, « Si ce vieux débris a 10 millions, alors moi, je deviens directrice de la banque. » En disant cela, Chloé balaya la salle du regard, cherchant l'approbation du public pour son trait d'esprit. Quelques clients gloussèrent. Endurer cela demandait une force surhumaine. « Retenez bien ces mots, dis-je doucement. » Chloé, m'entendant, continua de sourire. « Oui, je n'oublierai pas. Si papy trouve 10 millions, je deviens directrice. » Elle se tourna même vers sa collègue d'à côté et dit fort, « Tu te rends compte? Ce vieux prétend avoir 10 millions. » La collègue ricana aussi, et oui, il y en a beaucoup des comme ça en ce moment. Mais le plus douloureux fut la réaction des autres. Au début, c'était de la curiosité, mais après les mots de Chloé, les regards se chargèrent de pitié ou d'une indifférence totale. Oh, la démence sénile, c'est terrible. Ses proches devraient le surveiller, entendait-on de toutes parts. À cet instant, je sentis bouillir en moi une colère longtemps contenue, mais je tenais bon. Bientôt, tout s'éclaircirait. Chloé lança une dernière pique, « Papy, rentrez chez vous. Vous empêchez les gens de travailler et vous dérangez les clients. » C'était le comble de la grossièreté. Je tentais de garder ma dignité, attendez une minute, tout va être confirmé. Mais Chloé s'apprêtait déjà à appeler le client suivant, m'ignorant totalement. Je décidai alors qu'il était temps de leur montrer qui était qui. Pendant que Chloé poursuivait ses railleries, une humiliation plus grande m'attendait. Tous les regards du lobby étaient braqués sur moi. Si au début c'était de la curiosité, c'était maintenant un mélange de gêne et de mépris. Mon Dieu, pourquoi laisse-t-on entrer des gens pareils? Chuchota un homme à sa femme. Problèmes mentaux, sûrement. 10 millions, quelle blague, hocha la femme. Et la situation empira avec l'arrivée d'Olivier Lefebvre, le directeur de l'agence. Un homme grand, en costume impeccable, sortit de son bureau, attiré par la voix forte de Chloé. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il en approchant du guichet. Chloé, comme si elle n'attendait que cela, rapporta, « Monsieur le directeur, ce grand-père exige qu'on lui donne 10 millions d'euros, alors qu'il n'a que 4 000 € sur son livret. » Le directeur me toisa de la tête aux pieds et eut un petit sourire en coin, une grimace loin d'être amicale. « Ah, je vois. » Il s'approcha de moi et demanda, « Cher monsieur, vous n'auriez pas oublié de prendre vos médicaments, par hasard ?» C'était un coup bas. Il me traitait comme un malade mental. Un brouhaha parcourut la salle. « Ah, c'est ça. Je m'en doutais. Où est sa famille ?» murmuraient les gens. J'essayai de répondre le plus calmement possible, « Je suis sain d'esprit. Je suis réellement venu retirer 10 millions d'euros. » Mais Olivier prit un air faussement compatissant, « Je vous comprends, papy, mais il faut accepter la réalité. Si la vie est dure, adressez-vous à l'assistante sociale. Ils peuvent vous donner des bons alimentaires. » Son ton se voulait poli, mais il suintait le mépris et l'ironie. C'est ainsi qu'on parle à un enfant déraisonnable ou à un vieillard gâteux. Vous allez bien? Vous ne vous êtes pas perdu? Vous vous souvenez de votre adresse? Maintenant, on me faisait passer ouvertement pour un sénile. Les clients dans le lobby commencèrent à rire un par un. Un jeune cadre essayait même de me filmer sournoisement avec son smartphone. Cher monsieur, ça suffit. Il y a d'autres clients. Vous perturbez le fonctionnement de la banque. C'est inadmissible. La voix d'Olivier devenait glaciale. La politesse de façade s'évaporait. La vieille dame revint vers moi, me tirant par la manche, « Mon ami, ne vous affichez pas, rentrez chez vous. » Elle s'inquiétait sincèrement, mais cela ne fit qu'accroître ma honte. J'avais l'impression d'avoir vraiment perdu la raison. Chloé semblait savourer la scène. « Papy, nous ne sommes pas méchants. Si vous avez vraiment besoin d'aide, on appellera un travailleur social. Mais vous ne pouvez pas faire ça ici. » Ces mots disaient clairement, « Dégage d'ici. » D'autres employés s'étaient rassemblés, m'observant comme une bête curieuse. « C'est fréquent ?» demanda un client à Chloé. Ces temps-ci, les vieux confondent souvent la réalité et leurs fantasmes.
Je n'en pouvais plus. S'il vous plaît, vérifiez simplement le compte. Je haussai un peu la voix, ce qui ne fit que convaincre l'assistance de mon instabilité. Oh, il devient agressif. Il est malade, ça fait peur, entendait-on. Un enfant se cacha derrière sa mère, effrayé par moi. Olivier, avec une irritation non dissimulée, prononça « Monsieur, partez de votre plein gré. » Où dois-je appeler la sécurité? C'était le fond du gouffre, mais je ne cédais pas. Je répète encore une fois, je suis venu officiellement retirer 10 millions d'euros. Vérifier le compte comme il se doit. Mais personne ne prenait mes mots au sérieux. Seulement des regards de pitié et de dédain. Le jeune employé chuchota quelque chose à l'oreille du directeur, proposant sans doute d'appeler les vigiles. « Monsieur, c'est le dernier avertissement. Sortez, ou nous devrons demander à la sécurité de vous escorter dehors. » La voix du directeur se fit menaçante. Autour, les regards disaient tous « va-t'en ». À cet instant, la colère me submergea, mais une étrange sérénité l'accompagna. J'étais certain que tout allait bientôt changer. Très bien, je pars. En entendant cela, Chloé et Olivier poussèrent un soupir de soulagement. Les clients approuvèrent de la tête. Enfin, il part. Mais j'ajoutai une dernière phrase, mais je reviendrai bientôt, et alors, les choses auront une toute autre allure. Chloé ricana. Oui, revenez quand vous voulez. Si vous apportez de l'argent, on sera ravis. Tout le monde éclata de rire. Un rire moqueur. Je sortis de la banque, emportant ce rire dans mon cœur. Mon visage était de pierre, mais un plan avait germé dans mon esprit. En me retournant, je vis à travers la vitre les gens continuer à discuter de moi. Ils plaignaient sans doute le pauvre vieux fou. Ils ne se doutaient pas que leur pitié allait bientôt se muer en terreur. Une fois dehors, je m'assis sur un banc juste en face. Le vent d'hiver soufflait, mais mes entrailles brûlaient. Le temps était venu de leur rendre chaque humiliation, chaque insulte au centuple. Je restais assis, observant la rue. La vie battait son plein. Les employés de bureau se hâtaient, les étudiants riaient. Nul ne savait ce qui venait de se jouer derrière ces portes. C'est alors que mon petit-fils, Théo, assis près de moi, demanda avec inquiétude « Grand-père, ça va ?» Là-dedans, à la banque. Théo a 25 ans, il est doctorant et a toujours été très attentionné avec moi. Nous revenions de l'hôpital après un examen, et il avait tout vu. « Non, tout est normal », répondis-je calmement, mais Théo restait nerveux. « Grand-père, rentrons à la maison. Ne te mêle pas à ces gens-là. » Mais ma décision était prise. Je devais mettre un point final à cette histoire. Aujourd'hui même. Je sortis mon téléphone de ma poche. Ce n'était pas le dernier modèle, mais il suffisait pour passer un appel. Je trouvai le numéro dans mes contacts, Laurent, mon secrétaire particulier. J'appuyai sur l'appel. Après la deuxième sonnerie, une voix familière retentit « Bonjour, monsieur le président ». Le visage de Théo se décomposa. En entendant le titre « Monsieur le président », il fut sidéré. J'avais toujours caché ma véritable identité. « Laurent, où es-tu » ? « Au bureau, monsieur le président. »« Il se passe quelque chose ?» ? « Viens au siège de la Banque de l'Étoile et amène le directeur financier Bernard avec toi. » « Compris. »« C'est urgent ?» ?»« Ce n'est pas une urgence médicale, mais c'est une affaire capitale. » « Venez le plus vite possible. » « À vos ordres. » Nous partons immédiatement. Nous serons là dans 15 minutes. Dès que je raccrochai, Théo demanda aussitôt « Grand-père, qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Président ?» Je souris et regardai mon petit-fils. Il ne me connaissait que comme un grand-père ordinaire. « Théo, tu t'es toujours demandé qui était ton grand-père ?» Oui, tu plaisantais toujours quand je posais la question. Théo était perdu. Je ne lui avais jamais raconté mon travail ou mon passé en détail. Il pensait que j'étais un simple retraité. Ton grand-père est le président du groupe financier Colbert. Les yeux de Théo s'arrondirent comme des soucoupes. Le groupe Colbert était l'un des 10 plus grands conglomérats du pays. Construction, finance, grande distribution, un empire colossal. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça et tu vis si simplement ? Je voulais vivre modestement. Et je voulais aussi voir le vrai visage des gens.
Théo n'arrivait pas à y croire. L'image du grand-père et le titre de magnate ne collaient pas dans sa tête. Alors, ce qui s'est passé à la banque. Oui, je l'ai fait exprès. Je voulais voir comment les gens réagiraient. Je fais souvent ces expériences ces dernières années. Je m'habille simplement et j'observe. D'habitude, c'est calme, mais aujourd'hui, à la Banque de l'Étoile, ils ont dépassé les bornes. Mais grand-père, ça a dû être très désagréable pour toi, dit Théo avec inquiétude. Quel brave garçon. Même en apprenant que j'étais milliardaire, il s'inquiétait de mes sentiments. C'était désagréable, mais maintenant, il est temps de leur donner une leçon. Je repris mon téléphone et composai un autre numéro. Cette fois, j'appelai l'homme qui chapeautait toute la Banque de l'Étoile. Allô? Monsieur de Montmorency? Ici Jean-Pierre de Valois. La voix à l'autre bout du fil changea instantanément. Monsieur de Valois, bonjour. Quelle surprise. Vous appelez en personne? Monsieur de Montmorency, vous souvenez-vous de combien d'argent je détiens dans votre banque? Bien sûr, environ 2 milliards d'euros. Vous êtes notre plus gros déposant privé. Exact. Mais il vient de se passer une histoire très amusante au siège de votre banque. Je sentis la tension traverser le combiné. Avez-vous rencontré un problème? Venez vous-même et voyez. J'attends devant l'entrée. Oui, j'arrive sur le champ. Je raccrochai et Théo demanda à nouveau, grand-père, 2 milliards? Oui, et ce n'est que dans cette banque. Il y a des fonds ailleurs. Théo en perdit la parole. Il ne pouvait imaginer que son grand-père brassait de telles sommes. À ce moment, une limousine noire apparut au loin. Laurent était arrivé. La voiture s'arrêta devant l'entrée. Du siège conducteur sortit Laurent, et de l'arrière descendit le directeur financier Bernard. Tous deux portaient des costumes impeccables et, en me voyant, ils s'inclinèrent profondément. Monsieur le Président, pardonnez-nous de vous avoir fait attendre. La salutation de Laurent attira l'attention des passants. Des hommes en costume de luxe s'inclinant devant un vieillard mal habillé. Un spectacle pour le moins inhabituel. Théo, maintenant le vrai spectacle commence, dis-je à mon petit-fils en me levant lentement. Il était temps d'apprendre les bonnes manières au personnel de la Banque de l'Étoile. Pendant ce temps, à l'intérieur, Chloé et le directeur Olivier, accompagnés d'autres employés, discutaient joyeusement de l'incident en buvant du café dans la salle de pause. C'était l'heure du déjeuner. Vous avez vu ce vieux? Racontait Chloé à ses collègues. Tous écoutaient avec intérêt. Il voulait retirer 10 millions, et il n'a même pas 100 000 sur le compte? Demanda Léa, la caissière, surprise. Oui, tu parles. 4 000 euros, tout rond. Chloé mimait la scène, exagérant mes mouvements. Et vous savez ce qu'il a sorti? Qu'il avait un autre compte. Je lui ai dit.